Bienvenue dans Cap sur la Russie, un rendez-vous de Foot Express diffusé sur Bordeaux TV. Pour ce 7e rendez-vous, j'ai le plaisir d'accueillir Olivier Pouget, directeur du Carreau. Bonjour Olivier. Bonjour Olivier. Et Marc Dorion, qui rentre du Canada. Bonjour Marc. Salut Olivier. Salut Olivier. Bonjour Marc. C'est parti pour 20 minutes de bonheur, de couleurs, de reportage. Cap sur la Russie 2018, c'est maintenant. Et l'on part directement en Russie, dans le centre de Moscou, après la qualification de la Sbornaya pour les quarts de finale. Un petit exploit, la Russie est en quart de finale. Des images signées Dasha Baskakova. Alors Olivier Pouget, je m'adresse à vous. Connaissez-vous la Russie? Et quand on voit ces images de joie, de liesse, est-ce que ça donne envie d'y aller? Non, je ne connais pas du tout la Russie. Oui, bien sûr, c'est un pays qui peut être très intéressant à visiter. Après, footballistiquement, non, je n'irai pas que pour ça non plus, quoi. Pour regarder des matchs de foot. Exactement. Alors vous l'avez vu, c'est une émission rétrospective, un peu à l'image de mon t-shirt. Une émission rétrospective parce que Cap sur la Russie, ça a commencé chez vous Olivier. Petit clin d'œil, regardez. Foot Express, Cap sur la Russie. Vous savez pas où c'est? Venez, je vous emmène. La Russie, c'est là. Alors Olivier Pouget, on précise évidemment que c'était la night, c'était après le service. Vous nous avez rendu ce petit service justement. Et messieurs, avant de se projeter sur les quarts de finale, je le disais, la Russie est en quart de finale. Marc Dorion, vous revenez, vous avez fait un petit tour au Canada, au Québec plus exactement. Tout à fait. Et vous avez interrogé plusieurs fans de foot sur le soccer là-bas, comme vous dites, et comment il est vécu. Ben, le soccer, comme ils appellent ça là-bas, moi j'appelle toujours ça du foot étant ici depuis longtemps. Là, il y a une belle ambiance autour de la Coupe du Monde. Comme je disais à Olivier tout à l'heure, c'est essentiellement des Européens, les Mexicains, c'est les gens qui arrivent de l'extérieur. Le Canadien pur et dur, il n'est pas nécessairement porté sur le foot, là, donc il regarde ça d'un œil curieux, mais pas nécessairement de façon assidue, quoi. Mais vous avez quand même ramené des images. Voilà, c'est le début d'un métier de journaliste. Merci Marc. Vous avez rencontré Luc, il nous parle de la Russie, mais surtout de la Coupe du Monde 2026 que vous accueillerez chez vous au Canada avec le Mexique et les États-Unis. Voici votre reportage, Marc. Une petite dernière question. La Coupe du sais-tu Monde. quoi? Oui. Moi, je pense que les Russes sont dopés. C'était pas la question, mais bon, c'est. Je voulais juste mentionner ça, là. OK. Parce que je me méfie, moi, 6-0 match d'ouverture à une 5-0. équipe. 5-0 avec Oui. une équipe qui n'a pas gagné de match depuis plusieurs mois, là. T'as bien raison. Ça se poser des questions. Oui. Bon, petite dernière question. La Oui. Coupe du Monde a été obtenue en 2026 par par le Canada, L'Amérique du Nord. l'Amérique du Nord, les Ouais. États-Unis. ainsi de suite. Qu'est-ce que ça te parle, ça? Ça te dit quoi? Ben nous, évidemment, on espère avoir des matchs à Montréal. C'est ça. Ça va vraiment créer l'événement. Et ma fille m'a déjà dit, on y va, hein, Pat? Parfait. Super. On va y aller. OK. Merci, Luc. Salut. Alors Luc nous dit qu'il a un faible pour les Français. C'est l'occasion, messieurs, d'aborder le quart de finale France-Uruguay. Et pour entrer dans le vif du sujet, présentation de l'Uruguay avec Laurent Moisset, ancien grand reporter de l'équipe et de France Football. Alors Laurent, on se projette en fait sur un des premiers quarts de finale. Ça sera Uruguay-France, France-Uruguay. C'est une affiche qu'on n'attendait pas forcément, mais en face, l'équipe de France devra vraiment combattre des guerriers, une équipe en fait qui joue beaucoup à l'énergie, avec un duo devant aussi Luis Suarez et Edinson Cavani qui fait un gros tournoi. Alors, l'Uruguay, il y a deux aspects de l'Uruguay. Il y a l'aspect qu'on a vu sur le terrain, c'est-à-dire une équipe qui dépend beaucoup du duo d'attaquants Suarez-Cavani, ses meilleurs réalisateurs, et puis derrière tout un groupe qui fait corps, soudé,
et qui ne lâche rien. Mais ça ne m'étonne pas. Moi, je suis allé en Uruguay, je suis allé rencontrer Enzo Francescoli il y a déjà maintenant quelques années. L'Uruguay, il y a une âme, quoi. Et cette âme, on la retrouve dans l'équipe. On joue pas pour soi en Uruguay, on joue pour le peuple. Et c'est un atout, à mon avis, considérable. Alors après avoir sorti l'Argentine et Léo Messi, Olivier, pensez-vous que l'équipe de France va éliminer l'Uruguay de Cavani et de Suarez? Je pense, ouais. Après, jouer une équipe sud-américaine, c'est jamais simple. Sûrement que Cavani sera absent pour ce match-là. Donc ça peut peut-être nous avantager, mais c'est quand même une belle équipe avec des gros joueurs. Quoi. Enfin, petite blessure, on ne connaît pas encore. Au mollet. Au mollet. Ça semblerait, ouais. Et c'est vrai qu'en fait, normalement, une blessure, ça ne se résorbe pas comme ça en 3-4 jours. Alors, est-ce que c'est de l'intox? Marc, votre avis sur Cavani? Oh, je pense pas que ce soit de l'intox. Il est sorti du jeu en boitant. Donc, non, effectivement, le mollet, comme tu dis, je pense pas qu'il sera présent contre la France. Mais je pense que la France a toutes ses chances, même s'il y avait Cavani sur le terrain. Moi, personnellement, j'aurais dit un but d'avance, mais sans Cavani, je donne la France gagnante de 2 buts d'avance. Genre un 3-1, quoi. 3-1. Avec peut-être... Non, je sais pas. Moi, je prends toujours du recul avec l'équipe de France. C'est une équipe qui peut faire des très pourris 0-0 ou des matchs grandioses à 4-0. Incroyable. Voilà, moi, l'Argentine, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu l'équipe de France jouer comme ça. Et donc, bon, je dirais peut-être un 1-0, voire 2-0 sur un compte de fin de match, mais je pense que ça restera un match serré, quoi qu'il arrive. Mais bon, c'est bien de marquer 4 buts contre l'Argentine, mais en fait, en même temps, on en a pris 3. Donc il y a aussi quand même des réglages à assurer en fait. En défense, ouais. En défense, ce qui peut être agréable pour l'équipe de France, c'est qu'on a affaire, comme l'Argentine, à une équipe qui joue et la France a besoin d'avoir des équipes comme ça pour développer son jeu. Et on va jouer essentiellement que des équipes d'Amérique du Sud. D'ailleurs, si on passe, on va très certainement rencontrer le Brésil, je pense, vu la qualité du jeu qu'ils ont. Ouais. Même si ça va être difficile contre la Belgique, mais voilà. Alors messieurs, je le disais, pour marquer des buts, en tout cas, les Bleus pourront compter sur un phénomène, Kylian Mbappé. Écoutez ce que Laurent Moisset pense de lui. Alors on est avec Laurent Moisset, ancien grand reporter à France Football et à l'équipe. 3 Coupes du Monde. Laurent, vous avez fait 1982, 1994 et 1998. Vous êtes légitime en fait pour nous donner un avis sur la performance, la prestation de Kylian Mbappé, 19 ans, puisque vous avez vu débuter aussi en équipe de France David Trezeguet et Thierry Henry. Quelques mots en fait sur Kylian Mbappé justement. Ah bah c'est, oui, comme tout le monde le dit, le phénomène. Dans ma carrière, surtout en France, on a vu peu de grands attaquants. Et de grands attaquants qui peuvent devenir des leaders et des fers de lance pour l'équipe de France pendant des années. Bon, aujourd'hui, Kylian Mbappé, il est dans ce profil, quoi. Malgré ses 19 ans, on sent que c'est un patron. Il va vite, il donne des passes décisives, il marque des buts, il provoque des pénaltys, il peut provoquer des cartons jaunes, des cartons rouges. Il a une palette qui est très large. Et puis, atout supplémentaire, il a un esprit incroyable, quoi. Pour son âge, une maturité qui fait qu'il est promis aux plus grandes aventures. Kylian Mbappé fait partie des tops de cette Coupe du Monde. Le moment est venu d'aborder les flops. C'est notre rubrique Flop Express. Franck Simon, grand reporter à France Football. On fait le bilan avec Franck Simon. Voilà, on se retrouve avec Franck Simon, grand reporter à France Football, spécialiste notamment du continent et du football africain. Franck, c'est l'heure des Flop Express dans l'émission Cap sur la Russie. Et en fait, pourquoi on vous retrouve? Parce qu'en fait, il n'y a aucune équipe africaine qui a réussi à passer les poules. Malheureusement, en fait, voilà, aucune équipe africaine au stade des 8e et des quarts de finale. Est-ce que vous êtes surpris? Je suis surpris parce qu'effectivement, on attendait vraiment mieux des 5 représentants du continent africain sur cette édition en Russie. On restait aussi sur 2 8e de finalistes il y a 4 ans au Brésil. On avait l'Algérie, on avait le Nigeria qui avait affronté la France en 8e, on s'en souvient. Et donc, eu égard aux équipes qui étaient qualifiées, on pouvait s'attendre au moins 1 ou 2 8e de finalistes. On espérait éventuellement un quart de finaliste, ça n'est pas arrivé. Donc oui, le bilan sec est très dur. Il n'y a que 3 victoires, une du Nigeria, une du Sénégal, une de la Tunisie pour les 5 engagés. Le Maroc n'a pas gagné, il a fait un nul contre l'Espagne. Et puis l'Égypte a perdu toutes ses rencontres. L'Égypte de Mohamed Salah, le meilleur joueur africain. Donc le bilan effectivement est déplorable, mais on peut aussi y trouver quelques explications. Alors Olivier, avez-vous été surpris des éliminations de l'Égypte, du Sénégal et de la Tunisie de Wabi Kazri?
Égypte et Tunisie, non, pas foncièrement. Par contre, Sénégal, oui, et voire même le Maroc. Et le Maroc, je pensais que le Maroc pouvait atteindre un petit 8e de finale avec Hervé Renard, le frère de Bertrand. Et le Maroc, en fait, a accroché l'Espagne. Ouais. Oui. Ça n'a pas suffi, en fait. Non. Ça, Mais c'était en fin de parcours. En Hein, fin de parcours, évidemment. Et en fait, le Maroc a perdu aussi en un mois beaucoup, puisqu'on parlait de la candidature que vous allez accueillir au Canada, Je pense que ça leur a mis un coup derrière la tête, peut-être aussi. Effectivement. C'est pas la première fois. En plus, Ouais. Sur le début de le premier match, ils ont été hors jeu, quoi. Hors jeu, ouais. Voilà. Donc c'est pas allé très loin leur affaire, malheureusement. Et le Sénégal restera quand même un peu historique, parce que d'être éliminé à cause des cartons, je pense que c'est quelque chose qui va s'arrêter à la prochaine Coupe du Monde. Ils parlent déjà effectivement. Ouais. Bon, après, ils le perdent un peu contre le Japon, mais moi, je voyais vraiment le Sénégal sortir, Sénégal-Colombie, être deux. C'est ce que nous dit d'ailleurs. Outsiders, ouais. Voilà, Franck Simon, les raisons du fiasco, le résume à d'autres manques. Écoutez son analyse pertinente. Alors Franck, on était sur le fiasco africain, effectivement. Quelles sont vos explications? On a eu des équipes globalement qui étaient timorées, qui ne prenaient pas beaucoup de responsabilités de faire le jeu. Ça a été le cas notamment du Nigeria, ça a été le cas de l'Égypte avec une tactique beaucoup trop défensive de la part d'Hector Cooper. Ça a été le cas de la Tunisie aussi lors du premier match contre l'Angleterre. Quand on ne prend pas l'initiative, c'est difficile d'avoir le ballon et de marquer des buts. Ça c'est la première explication. Il y a aussi un manque de leadership dans ces équipes nationales. Il y a de bons joueurs, mais il n'y a pas de garçons qui puissent diriger ces équipes, être des leaders et sur le terrain et en dehors. Mohamed Salah, c'est un garçon de grande qualité, mais c'est pas un taulier, un patron. Vous avez des joueurs comme Sadio Mané, pareil, du côté du Sénégal, joueur d'énorme talent, mais noyé dans la masse. La Tunisie, il n'y avait pas vraiment de vedette, mais il y avait un taulier, Wabi Kazri, sauf qu'il était blessé, c'était compliqué. Malgré tout, il s'en sort bien parce qu'il fait un bon tournoi. Donc des équipes timorées, des équipes aussi qui ont failli sur le plan de la concentration et des coups de pied arrêtés. Beaucoup de buts encaissés sur coups de pied arrêtés dans le dernier quart d'heure. Voilà, ça c'est pour les principales explications. Et puis, au-delà de ça, un manque de réalisme offensif flagrant. Alors je ne reviendrai pas sur les problèmes de l'assistance vidéo de l'arbitrage. On a tous vu ce qui s'est passé. Je ne crois pas qu'il faille se focaliser là-dessus. En revanche, sur ce que j'ai dit précédemment, les soucis, ils sont clairs, les soucis offensifs de concentration et une certaine timidité des équipes. Donc à corriger très rapidement pour la prochaine échéance dans 4 ans. Voilà, en fait, comme nous le disait Franck Simon, qu'une équipe africaine, certains manquent en fait dans certaines sélections aussi. C'était le cas même dans les sélections européennes ou latines, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a un peu de timidité et qu'en fait toutes les défenses ne sont pas forcément solides sur chaque match. Donc en fait ça donne des fois des matchs très fermés, c'est ce que vous disiez Olivier, des 0-0, des 1 partout. Beaucoup de qualifications qui se jouent aussi dans les prolongations, au tir au but. Ça me permet de revenir sur les affiches de ces quarts de finale que je vous répète. Il y a un petit slide qui apparaît, France-Uruguay, Russie-Croatie, Suède-Angleterre et Brésil-Belgique. Alors on va s'intéresser à Brésil-Belgique. Messieurs, le Brésil de Neymar, évidemment de Thiago Silva, le capitaine retrouvé, qui a marqué en fait dernièrement. Oui. Est-ce que c'est pour vous l'équipe peut-être la plus complète du tournoi, le Brésil? Moi personnellement, j'ai regardé les quarts, les huitièmes, pardon, ils m'ont impressionné quand même. Très beau jeu, le Mexique était dedans. Bien équilibré. Ça a été le 8e le plus facile, parce qu'à la finalité, il y a eu de la tension sur tous les autres matchs, voire des tirs au but. C'est vrai que le Brésil, ça a été l'équipe qui est passée le plus facilement. Tout à fait, mais avec moi, elle ne m'a pas impressionné. Moi je trouvais. Je sais pas. Encore. Alors le Brésil de Neymar, en fait, bien parti pour décrocher une 6e étoile, un 6e titre de champion. C'est ce que pense Laurent Moisset, qui a suivi le Brésil en 1998. Alors Laurent, en fait, il y a le Brésil de Neymar, humilié en 2014 chez eux, par le champion en titre, l'Allemagne. Est-ce que le Brésil de Neymar de 2018 peut aller décrocher la 6e étoile, le 6e titre d'une équipe du Brésil que vous avez suivi notamment en fait juste avant la campagne il y a 20 ans, en 98, vous suiviez le Brésil. Celui de 2018, qu'est-ce qui vous inspire? Oui, équipe très équilibrée. Un Brésil, je trouve, beaucoup plus courageux et concentré que ses prédécesseurs. Il y a de la rigueur, il y a de l'organisation, il y a du savoir-faire tactique. Et puis il y a devant le phénomène Neymar. Donc on a un ensemble qui est parfaitement équilibré et qui est pour moi largement le favori de cette Coupe du Monde.
Messieurs, avant de se quitter, petit clin d'œil à notre partenaire, le Réveil Matin à Saint-Germain-en-Laye et son patron Alexandre Hermelin. On écoute son pronostic sur France-Uruguay. On est en direct du Réveil Matin avec Alex. Un tout petit mot, Alex, sur le quart de finale Uruguay-France. Bah écoutez, moi je vois bien un petit 2-1 pour la France, car vu la prestation qu'ils ont fait contre l'Argentine, je les vois bien passer l'Uruguay et après aller bien plus loin dans la compétition. Avec un but de Kylian, évidemment. Ah, évidemment, Kylian Mbappé avec même une traversée comme il l'a fait contre l'Argentine, ce serait parfait. C'était comment au Réveil Matin en fait la Coupe du Monde? Bonne ambiance? Très bonne ambiance, du super, monde. Et on attend encore plus de monde dans les jours à venir. Olivier, Marc, le mot de la fin pour vous, qui va gagner la Coupe du Monde en Russie 2018? Moi personnellement, je ne sais pas. La France, mine de rien, est armée pour le faire. Faut passer le cap du Brésil, mais après je mettrais bien une petite pièce sur la Belgique. La Belgique. Ouais. Marc. La Belgique. Moi, j'avais prévu France-Brésil en finale, mais évidemment, ils sont du même côté. Donc, bon, j'ai resté quand même sur la France, malgré que je sens que le Brésil va nous chatouiller sérieusement. Mais bon, allons-y pour la France. Allez, pour la France. Le vainqueur est de ce côté du tableau. Ça, c'est sûr. De l'autre côté. Moi aussi, je pense. Alors, cap sur la Russie, c'est fini. Avant d'accueillir Kirill Koussiev, le patron de Bordeaux TV, qui arrive avec le champagne, petit clin d'œil à Dasha Baskakova. On écoute son message. Bonjour Marc, bonjour Amélie, un dernier coucou directement de l'avion. Je m'envole vers la Sibérie maintenant et ça fait un plaisir de collaborer. Alors, cap sur la Sibérie, bon voyage Dasha. On remercie nos invités, Olivier Pouget du Carreau qui soutient Foot Express depuis 2016, Marc Dorion, notre recrue québécoise et tous nos partenaires, dont Bordeaux TV, notre nouveau diffuseur. On a Kirill justement qui va faire péter le champagne. Péter le champagne pour la dernière. Une petite bouteille de Tsarine, dédicace Dasha, c'est pour toi. On vous donne rendez-vous très vite sur footexpress.com. On vous invite à nous suivre sur Twitter footexpress1 et liker notre page Facebook. Do Svidania, un petit mot. Ça veut dire au revoir, Kirill. Ça veut dire au revoir en russe. Moi je te dis bonjour avec ce champagne. Je voulais juste te dire, Olivier, que bravo pour tes émissions. Bravo à tous pour Julie à la régie, Romain. Voilà, avec tout l'ensemble de l'équipe ici pour créer cette émission Foot Express. C'est vrai qu'en plus on est dans l'année de la Russie, moi donc d'origine russe. Hein. C'est quand même 300 ans d'amitié avec la Russie, la France, faut le savoir quand même, avec Saint-Pétersbourg, avec l'ensemble des tsars. Excuse-moi, j'ai pas fini le service. Et tout ce qui s'est passé pendant toute cette histoire. Et c'est vrai que nous, on a envie que ce soit la France contre la Russie, bien évidemment, parce que là, ce serait top. Et là, je pense que si c'est le cas, on fera une émission, je pense, Foot Express en finale. Foot Express en finale. Donc c'est peut-être pas la dernière. En tout cas, on lance le générique. Et comme on dit en russe, on dit Nazdrovie. Santé. Thank you.